Nous allons faire une brève incursion, vraiment très courte, en Ille-et-Vilaine, le temps de visiter Redon, et puis nous repartirons en direction du Morbihan. On aura fait l'essentiel de cette étape en Loire-Atlantique, bien entendu. Alors voilà, la somptueuse abbatiale Saint-Sauveur, sans doute le trésor de cette étape, une chose absolument merveilleuse et je vous conseille d'aller visiter. Alors vous voyez qu'une partie de la nef a été détruite. En fait, elle a été tronquée par un incendie qui a eu lieu au printemps 1780. C'est la raison pour laquelle la grande tour de Porche, la tour gothique, est séparée du reste de l'église. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'une partie de la nef maintenant qui donne sur cette extraordinaire tour romane, sur ce chevet. C'est absolument magnifique. C'est donc l'abbatiale Saint-Sauveur qui fait partie, d'une façon plus générale, de cette grande abbaye Saint-Sauveur, énorme abbaye de Bretagne, qui suivait la règle de Saint-Benoît. On a trouvé en 1950, alors qu'on était en train de restaurer l'abbatiale, des fresques médiévales. Regardez comme c'est beau, notamment cette tour, là, cette tour romane. C'est difficile d'imaginer plus somptueux. Alors ce que vous voyez au premier plan, c'est un des vieux hôtels de ville de cette région, un des vieux hôtels de ville de Bretagne, puisqu'il est du XVIIe siècle. Cet hôtel de ville magnifique. Redon, d'une façon générale, est une ville remarquable. D'abord par sa position, par sa situation, puisqu'elle est à la confluence de l'Out et de la Vilaine, ce qui la relie à la fois à l'océan et à la mer Manche. Et puis elle se trouve aussi, bien sûr, sur ce fameux canal de Nantes à Brest, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un véritable croisement, c'est un lieu de confluence de toutes les navigations possibles. La ville est créée à une époque très ancienne, au IXe siècle, et son nom vient d'une déformation du mot rotonne qui en gaélique signifie le gué, le passage tout simplement, en l'occurrence sur la Vilaine. Et Redon avait accueilli une étape du Tour, en 2011. Exactement, Laurent, c'est vrai. J'ai dédié sa victoire d'ailleurs à un geste dans le double du Farwell, qui était pratiquement décédé en Italie. Quelques semaines auparavant, c'est vrai, Victor Bayland, qui était l'ami intime de Tyler Farrar, les deux hommes habitués ensemble d'ailleurs en Belgique. C'était le même maillot Garmin à l'époque. Tyler Farrar a donc vainqueur ici à Redon au sprint. C'était en 2011, étape partielle d'Olonne-sur-Mer cette année-là. Petite ville, grand renom, c'est la devise de cette ville de Redon. Tyler Farrar avait dénoncé d'ailleurs Romain Fénu, oui, pour ceux qui avaient donc lors de l'équipe Vacances Soleil néerlandaise. Et l'arrivée à Redon, troisième étape du Tour de France 2011. Bienvenue les samedis, ce soir on fait la fête, sur ce rythme si chouette, nous chantons à tue-tête, c'est un air entraînant, qui nous vient de Bavière, et sent Simon la bière, le bon goût du printemps, bras dessus, bras dessous, pour ce grand rendez-vous, alors faisons les fous, et puis embrassons-nous, enlacés deux par deux, comme des vrais amoureux, nous serons plus heureux, le cœur joyeux. Ça, c'est vraiment ça, voilà une belle image.
au-delà là-bas, c'est précisément la classique. Nous serons plus heureux, le cœur joyeux. Ensemble nous faisons. Marguerite s'échappe, alors c'est vrai, on ne l'a pas précisé lors des Au son de l'accordéon, c'est la fête en Bavière, encore un peu plus fort. Et dès qu'on nous répond, trinquons, buvons, dansons. On va leur faire coucou, tu les verras comme ça. Allez, les voilà, les voilà. Et on s'approche de ce final. 45 km encore avant l'arrivée à Sarzeau. Avec un petit souci. Tony Galopin, Pour Tony roue arrière. Galopin, oui. Sur les ondes de la roue arrière pour Tony. Ouais, oui. Si, il a crevé, hein. Oui, Ah, il a on voit. dû- Ouais, il a- ouais, il a- il a dû tomber. Il a dû. Ouais, oui, oui, ça a tapé en tout cas. oui. Effectivement, il a dû être pris dans la chute, Tony Galopin, puisqu'on voit qu'il a eu le souci de s'étirer, le besoin de s'étirer. Thierry, vous êtes avec Tony. Oui, juste au moment où je remontais, j'ai notamment doublé Fabien Grelier aussi. Je rassure tout le monde, Kevin Le Danois va. En tout cas, il a repris son rythme. Et là, je suis à hauteur de Tony Galopin, qui voilà, va pas s'affoler non plus. Il a de l'expérience. Mais c'est pas un bon moment. Il n'y a plus de voiture là à ce moment-là. Donc c'est pas simple. Et puis juste devant moi, c'est Tangert, le coureur de l'équipe Astana, qui avait dû lui être aussi retardé par la chute. Voilà, on va dépasser un peu tout le monde parce que sinon on gêne. La route n'est pas très large ici. Tony Galopin qui est reparti et Tangert qui est juste devant lui. Voilà, et Tony qui va devoir boucher un petit trou quand même d'une minute par rapport au peloton pour tenter de retrouver sa place à 43 km de l'arrivée. Alors ces petits écarts là, GPS, ils sont délivrés par les petits boîtiers que vous avez remarqué, on les connaît maintenant, hein, qui sont situés sous la selle des coureurs, hein, qui permettent de les localiser en temps réel dans la course. Donc on sait que par rapport à la tête du peloton, Tony Galopin est à une cinquantaine de secondes, mais il est dans la file des voitures, donc c'est pas problématique, il va pouvoir revenir progressivement en passant d'une voiture à l'autre jusqu'à l'arrière du peloton. Il ne s'en sert pas assez de. Pardon. Il s'en sert pas assez de ces transpondeurs parce que dans le cas de la première journée et les diverses chutes, on s'interrogeait à savoir quels étaient les coureurs qui avaient pu être distancés. Et là, on aurait pu avoir un visuel direct. Tout le monde était en panique à ce moment-là. Nous sommes à hauteur de Cadin. Cadin qui a fourni son contingent d'insurgés au moment de la prise de Rochefort en terre, mais toujours au début de l'année 1793. Alors je vous parlais des Vendéens il y a 2 jours, eh bien il y a eu le même genre de mouvement d'insurrection en Bretagne, et cette fois on ne parle plus de Vendéens, on parle de Chouans, bien entendu. Cette chouannerie doit son nom à Jean Cottereau, qui avait été surnommé Jean Chouan. Pourquoi Chouan? Parce que son cri de guerre, si vous voulez, il imitait comme signal la nuit, il imitait le cri de la chouette hulotte, du chat huant, tout simplement. Georges Cadoudal, Pierre Guillemot, Joseph de Puiset étaient les autres chefs de ce mouvement chouan. Chine tord un petit peu la tête sur le côté. On sent qu'il est vraiment à l'ouvrage. On va bientôt s'approcher des 30 derniers kilomètres de l'étape. L'écart entre les 4 hommes de tête et le peloton qui est intéressant. Bientôt 3 minutes d'avance pour les hommes de tête échappés. On le rappelle depuis le premier kilomètre. On va marquer une petite pause. On revient tout de suite en direct, bien sûr. Et on écoutera Philippe Gilbert, Marcel Kittel, Tom Dumoulin qui nous parleront de ce final et de cette arrivée probable au sprint. À tout de suite. Quand vous aviez 20
Sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle, pour votre anniversaire, voulez-vous danser, grand-mère? Comme la joie est immense, on fait jouer au phono le disque d'une romance aux accents doux et vieillots. Alors oublions le ride, en souvenir du passé, les deux aïeux se décident. Nous allons arriver sur des routes plus larges. Exactement, Laurent. Et donc là, le peloton va pouvoir s'organiser autrement et gagner en efficacité et se rapprocher très certainement des échappés. Tim de Klerk, le grand Tim de Klerk pour la formation Quick Step. À l'avant donc de ce peloton, derrière les hommes de tête. Et voici que se profile la très noble, très impressionnante silhouette du château de Sussigno, ancienne résidence des ducs de Bretagne, bien entendu. On est là vraiment tout près de l'océan. Château qui fait partie des tout premiers monuments classés monuments historiques dès le règne de Louis-Philippe à l'époque de Mérimée en 1840. Magnifique château qui a servi, hélas, après sa vente comme bien national, il a servi de carrière de pierre, mais il a été largement entretenu, restauré par Jules de Francheville, qui l'avait racheté dans les années, enfin on va dire sous le Second Empire. Et puis ensuite, c'est Raymond Marcellin, le célèbre ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou, Raymond Marcellin, conseiller général de Sarzeau, qui va entreprendre sa restauration après l'avoir fait racheter par le conseil départemental du Morbihan, à l'époque conseil général. Vous voyez un peu la splendeur des défenses, ces boules extraordinaires, ces tours à Machicoulis et à Poivrière, tout ça, un chemin de ronde impressionnant. Voilà un des hauts lieux, bien sûr, du patrimoine breton, tout en granit. On n'a pas encore parlé du granit, mais nous avons encore 2 jours ou presque 3 pour le faire. C'est la pierre locale, bien entendu. Regardez comme c'est sombre. Château de Sussigno. Belle fenêtre à Monroe. Par des bras audacieux, 7 tours, si je me dis, on pourrait être Saint-Louis, c'est 7 tours. Quand ils sont dits avec les yeux, moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté. Vous imaginez bien que lorsque la Bretagne est tombée dans l'escarcelle du roi de France, par son épouse, Claude de France, bien sûr que le château est devenu résidence royale. Un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Et au coup de pédale, on sent bien qu'il y a les moyens de faire parler la poudre sur ces étapes qui arrivent, celle de Quimper, celle du nord de Bretagne. Et effectivement, il a dans sa propre équipe peut-être son pire ennemi. Enfin, ils ne sont pas ennemis, mais celui qui peut en tout cas lui poser problème pour la victoire d'étape en la personne de Julien Alaphilippe. Oui, ils ne sont pas ennemis, ils ne sont pas de la même génération non plus. Et ils s'entendent plutôt bien d'ailleurs, Philippe Gilbert et Julien Alaphilippe. Pour l'instant, le peloton qui ne reprend rien. Nous avons 2 minutes et 51 secondes d'avance pour Jérôme Cousin, Guillaume Van Kerveux, Anthony Pérez et Dimitri Kless. Ouais, sur ces parties techniques, les traversées de village, les virages droite-gauche, ça les favorise. Ils sont que 4, face à pleine vitesse. Voilà, ils gardent une vitesse de croisière élevée. Le peloton derrière n'a pas pu encore véritablement trouver le renfort souhaité. Il faut attendre un petit peu encore. Et pour l'instant, les kilomètres défilent et l'écart reste conséquent, 2 minutes 50. Stevenden, c'était la propriété de Daniel Darieux qui nous a quittés l'année dernière. On rigole pas, Anthony
peloton. Et non, on voit Tim Declerc qui a les dents serrées. Pour contenir l'avance des hommes de tête. Ils ne parviennent qu'à contenir pour l'instant, ils ne parviennent pas à la réduire. On stabilise cette avance. 2040, 2050. Parler d'un microclimat, vous voyez que c'est un univers à part entière, hein, cette sorte de mer intérieure qui par ailleurs est un des hauts lieux du mégalithisme. Vous avez là partout des alignements, des cromlechs, des dolmens et des menhirs, bien entendu l'extraordinaire îlot de Gavrinis sur lequel figure cette tombe, enfin ce cairn, dans toutes les dalles, il y a une vingtaine de dalles pour le couloir et la chambre funéraire, tout ça est littéralement couvert de stries, de gravures, de structures de croissance. C'est un endroit magique, c'est en quelque sorte on pourrait parler de la chapelle Sixtine de la préhistoire, ou en tout cas du néolithique. Ça va rouler fort dans le peloton, là c'est 25 derniers kilomètres, il va falloir mettre les gaz, la poignée au fond et il va falloir que plusieurs équipes s'y collent parce que cet écart il reste important. 6 km, 2 minutes 40 toujours. 2 minutes 40, oui, sur les 5-6 derniers kilomètres, eh bien, le peloton n'a repris que 10 secondes aux hommes de tête. Si on continue sur ce rythme, les hommes de tête, les échappés, vont aller au bout. Mais bon, on imagine évidemment que ça ne va pas se passer comme ça. Mais c'est là aussi où on voit la gestion du temps lorsqu'on est échappé, Laurent, sur un grand tour, sur une étape du Tour de France, une étape de première semaine. Ça ne sert à rien de vouloir trop en faire lorsque l'échappé se constitue. Il faut savoir gérer son effort. Et là, maintenant, c'est le moment de libérer tout ce qui reste d'énergie et ils ont encore de la force. Oui, il était important de savoir en garder. Ils ont su le faire et pour l'instant, là maintenant, ils sont dans une autre phase. Au début, on fait l'effort pour s'extirper du peloton. Lorsqu'on a creusé une minute, et Thomas Declerc nous l'a bien expliqué l'autre jour, on peut enfin adopter un rythme de croisière régulier et réguler celui-ci par rapport au rythme du peloton, sachant que le peloton, de toute façon, si on prend trop d'avance, lui, il sait l'écart qu'il doit accorder. Donc, si on prend trop d'avance, il va accélérer. Donc, inutile d'aller essayer de creuser un écart trop important. Lorsque on est rentré dans le money time, dans la période où il faut véritablement être capable de résister, et on y est là depuis 25 km maintenant pour les hommes de tête, et bien on lâche les chevaux, on ne retient plus rien, et jusqu'à la fin, si on parvient tous les quatre à maintenir quelques secondes, eh bien ils vont faire cause commune, et ensuite ils vont se livrer bataille, parce que c'est la règle. Ensuite remporter l'étape. Mais on n'en est pas là, le peloton a toute la faculté de pouvoir revenir encore. Bien sûr, avantage au peloton évidemment avec cet écart de 2 minutes 28 à 24 km de l'arrivée, mais
c'était au micro de Nicolas G ce midi, juste avant le départ de la Baule. C'est Marcel Kittel, le deuxième sprinter le plus prolifique présent sur ce Tour de France après Marc Cavendish et ses 30 victoires d'étape. Eh bien, c'est Marcel Kittel qui, lui, a levé les bras 14 fois sur les routes du Tour de France. On l'écoute ce matin au départ de la Baule. Oui, c'est vrai que avec le résultat, je voulais gagner, mais je voulais surtout retrouver des repères. Quand on revient sur le tour, on ne sait pas trop où on en est. Ici, on est confronté aux meilleurs talents du monde parmi les sprinteurs. Et après la saison que j'avais faite, je n'étais pas trop sûr où j'en étais. Donc ça m'a redonné quand même la confiance. Les gens fonctionnent bien, donc j'attends l'opportunité. Attendre une opportunité, ne pas trop attendre non plus, parce que des opportunités, il n'y en aura pas non plus 150 pour les sprinteurs, Laurent. Il n'y a que 21 étapes, il n'y aura pas 150, Déjà, mais oui. il y a quand même 7, 8, 2, 3, 8 étapes pour les sprinteurs, clairement. Donc oui, aujourd'hui c'est la troisième. Oui. Même si en dernière semaine, on sait que les cartes sont distribuées en général. Oui, il y en aura moins, mais on peut imaginer que dans les cartes de Pau, entre Tri sur Baïs et Pau, c'est complètement plein, avec quelques sprinteurs présents voudront contrôler. Et entre Houille et Paris-Champs-Élysées les derniers jours, 116 km. Là, le scénario est connu. Ah oui, un sprint est prévisible. Non, mais c'est surtout la première semaine, effectivement, que les sprinteurs en général font leur moisson. Et pour Marcel Kittel, c'est vrai que cette troisième place acquise lors de la première étape, elle a contribué à le rassurer. Il était peut-être un peu dans le doute. Et aujourd'hui, c'est une arrivée qui, selon moi, lui convient parfaitement. Et là, on a retrouvé des routes un peu plus larges, un peu plus rectilignes, et automatiquement, l'équipe Quick-Step a pris les choses en main avec davantage d'efficacité, et l'écart, inévitablement, se réduit. Oui, là, ça devient plus inquiétant, évidemment, pour les 4 hommes de tête, avec 3 hommes de la Quick-Step aux avant-postes. Fernando Gaviria en quête d'un deuxième succès sur ce Tour de France. Sa victoire à Fontenay-le-Comte, c'était lors de la première étape samedi. Allez, on va retrouver Thomas peut-être. Thomas Voeckler qui est avec les hommes de tête toujours. Thomas, quel est le rythme à l'avant? On voit que, évidemment, les 4 échappés ont accéléré. Ont-ils encore la force de résister une dizaine, voire une quinzaine de kilomètres? Ouais, ils ont vraiment bien géré leur journée. Ils ont super bien géré leur journée. Ils ont peut-être mieux que les 2 premières étapes. Là, il faut un contre-la-montre par adversaire, j'ai envie de dire. Hier, c'était un chrono par équipe. Là, c'est un chrono par adversaire. Ils sont 4. Vraiment, ils ont le rythme, c'est impressionnant. Ça a changé. On voit Van Krel que 2 mètres. La moitié, il est écrasé sur son guidon. Tous les 4, ils écrasent les pédales. Ils produisent vraiment un effort magnifique. En revanche, ils ont passé, j'ai envie de dire qu'ils ont mangé leur pain blanc. C'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu abrités du vent. Ça montait, ça descendait, les routes étaient sinueuses. Et comme le disait Laurent, maintenant, ça va être beaucoup plus droit. Et en plus, vent de face. Et pour rien arranger, je vois les drapeaux, je vous garantis qu'on n'est pas sur la même force de vent qu'au départ de l'étape. Et on arrive près de la mer, là, le vent s'est vraiment renforcé. Le vent a vraiment forci. Et véritable, vraiment, les 4 coureurs, là, ils vont faire un bel effort. Mais je leur donne très peu de chance d'aller au bout à cause du vent, des longues lignes droites vent de face. Et surtout que le peloton, on n'a pas encore mis tout le monde à l'ouvrage. Une fois que Tim de Klerk et Thomas de Rennes se seront écartés, eh ben avec le coup de la victoire, le goût de la ligne d'arrivée, d'autres équipiers de sprinter vont venir. Je pense qu'ils vont se faire rattraper, mais ils auront en tout cas super bien géré leur journée. Thomas, le vent sera défavorable jusqu'à l'arrivée alors? Voilà, jusqu'à l'arrivée. On avait une dernière partie là, jusqu'au 25 dernier kilomètres, jusqu'au panneau 25 km. Il était 3 quarts face venant de la droite avec des haies qui abritaient. En revanche, à partir de maintenant, ça sera vent de face et aucun risque de bordure selon moi parce qu'il sera vraiment bien de face. 2 minutes, l'avance des hommes de tête. Le peloton emmené par l'équipe Quick-Step. On retrouve Thierry Adon à l'arrière. Ouais, j'étais en train de réfléchir, ça m'arrive. J'étais en train de me demander, parce qu'à un moment vous vous dites, vous pouvez essayer de sentir les choses quand même, on est là pour ça et on est au milieu du peloton. J'ai pas l'impression, c'est pas un rythme d'un peloton lancé à la poursuite de l'extérieur. Oui, les Quick-Step sont 3 devant, mais là on vient de prendre un rond-point, on a bien ralenti.
On sent quand ça revient vite et vraiment très très vite. Alors bon, est-ce qu'il calcule vraiment aussi bien que ça? Alors le vent de face, c'est sûr, ça va plutôt aider le peloton que les 4 hommes de tête. Alors il y a un signe par exemple, c'est qu'on a évidemment, c'était dur, là il y avait une petite côte non répertoriée, mais elles existent, avec Lawson Craddock, le coureur qui... le seul problème, il n'est pas très loin, hein. Il perd pas énormément de temps, il est même quasiment en train de revenir, là, au son Craddock, donc ça c'est un signe que le peloton, quand vous êtes lâché, vous êtes tout seul, même dans les voitures, vous êtes lâché là, même le peloton occupe toute la largeur de la route, c'est pas un rythme infernal. Pour l'instant, je ne condamnerai pas les 4 hommes de tête. Ouais, mais vous avez raison Thierry, hein. L'écart est plafonne. 2 minutes. Ça fait à peu près 2-3 km qu'on est à 2 minutes, 2,01, 59. Ils résistent très très bien les hommes de tête. Tout dépendra de leur capacité à maintenir cet effort jusqu'au bout. Et la quantité de petits bateaux, enfin je dis petits parce qu'on les voit de très haut, de navires qui sont venus s'installer autour de l'île aux Moines et de l'île d'Ars pour saluer l'arrivée des coureurs du Tour de France. Lawson Craddock distancé, on le voit à l'arrière de ce peloton, mais toujours 2 minutes d'avance pour les 4 coureurs de tête. Oui, ça sent pas trop mauvais. Hein. Et c'est sûr que la force de frappe de cette équipe Quick Step et la menace d'une nouvelle victoire par Fernando Gaviria, qui a l'air quand même très fringant. Bonjour toi, ça va? Greipel, Allez, retour. Gaviria, voilà, tout de suite. Sur la vue aérienne. La vue aérienne, ça va être plus simple. Greipel avait pris l'avantage, hein, il était passé devant. Là, il est passé devant. Là, il passe l'épaule, là, Greipel. Et un peu plus même. On a Sagan qui revient le long du balustrade sur la droite. Et Gaviria, oui, Gaviria, bien sûr. Fernando Gaviria qui s'impose devant Sagan et Greipel qui a coincé dans les 20 derniers mètres. Voilà, Fernando Gaviria était vraiment au-dessus. Incroyable. Deuxième victoire d'étape pour Fernando Gaviria. Chapeau. Oui, c'est serré entre Greipel et Sagan. Et on voit le maillot jaune là, qui va passer la ligne en 15-20e position et qui va rester leader de la course. Greg Van Avermaet. Zakarin qui perd pratiquement une minute. Oui, une minute de perdu pour une Zakarin. Victoire de Fernando Gaviria ici à Sarzeau après un sprint magnifique, hein, Laurent. Oui. Et il a été culotté parce que le vent était de face. Il est quand même parti à plus de 250 mètres, Fernando.